Imaginez un instant que votre vie entière soit orchestrée par des chiffres invisibles, des algorithmes bancaires et des promesses de prospérité qui s'évaporent comme la fumée. Chaque matin, vous vous réveillez pour échanger votre temps contre de l'argent, convaincu que ce système représente la liberté ultime. Mais qu'arrive-t-il quand les fondations mêmes de cette croyance commencent à se fissurer? Quand les inégalités deviennent des gouffres et que la richesse se concentre entre quelques mains pendant que des millions peinent à survivre? Le capitalisme nous a promis l'émancipation, la méritocratie, le progrès infini. Pourtant, en observant nos sociétés modernes, une question dérangeante émerge: sommes-nous vraiment libres, ou prisonniers d'une illusion financière sophistiquée? Dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Et surtout, croyez-vous encore aux promesses du système économique actuel? La nuit tombait sur Paris lorsqu'Élise ferma son ordinateur portable avec un soupir de frustration. 38 ans, économiste de formation, elle venait de passer 12 heures à analyser des rapports financiers qui tous racontaient la même histoire glaçante: l'écart entre les plus riches et les plus pauvres n'avait jamais été aussi vertigineux. Les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués, mais ce n'était pas la fatigue qui la tourmentait. C'était la conscience aiguë d'une vérité qu'elle avait longtemps refusé d'admettre. Son appartement du 11e arrondissement, qu'elle louait à prix d'or, donnait sur une rue où cohabitaient des boutiques de luxe et des sans-abri recroquevillés dans des cartons. Cette juxtaposition brutale était devenue son rappel quotidien de l'absurdité du système qu'elle avait passé des années à étudier, à analyser, à défendre même. Diplômée de Sciences Po, elle avait cru aux mécanismes autorégulateurs du marché, à la main invisible d'Adam Smith, à cette promesse selon laquelle la poursuite de l'intérêt individuel générerait automatiquement le bien commun. Mais ce soir-là, quelque chose avait basculé. Un rapport particulier avait agi comme un détonateur: les 8 hommes les plus riches du monde possédaient autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. 8 personnes. 3,7 milliards d'autres. Comment avait-elle pu ignorer cette obscénité pendant si longtemps? Elle se servit un verre de vin rouge et s'installa près de la fenêtre. En bas, un homme fouillait dans une poubelle. Élise détourna le regard, incapable de supporter cette vision qui la renvoyait à sa propre hypocrisie. Elle qui gagnait confortablement sa vie en conseillant des entreprises sur l'optimisation fiscale, cette pratique légale mais moralement douteuse consistant à réduire au maximum les impôts payés. Légal, oui. Éthique? La question la hantait désormais. Son téléphone vibra. Un message de Marc, son ancien professeur de philosophie économique devenu mentor et ami. Tu es libre demain soir? J'aimerais te présenter quelqu'un. Elle accepta sans hésiter. Marc avait cette capacité rare de poser les questions qui dérangeaient, celles qui obligeaient à remettre en question ses certitudes les plus ancrées. Le lendemain, elle retrouva Marc dans un petit café de la rue Mouffetard. Avec lui se trouvait une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris courts et au regard perçant. Élise, je te présente Simone. Professeur de philosophie à la retraite, spécialiste de l'éthique économique. Simone lui tendit une main ferme et chaleureuse. Marc m'a dit que vous traversiez une crise de conscience, dit Simone sans préambule, allant droit au but. Élise apprécia cette franchise. C'est une façon élégante de le dire. Disons plutôt que je commence à me demander si j'ai passé 15 ans à servir un système fondamentalement injuste. Simone sourit, un sourire triste mais compréhensif. Vous savez, cette question n'est pas nouvelle. Depuis que le capitalisme existe sous sa forme moderne, des penseurs l'ont interrogé, décortiqué, critiqué. Mais ce qui est fascinant, c'est sa capacité de résilience. Il absorbe les critiques, se transforme superficiellement, et continue. Comme un organisme qui aurait développé une immunité contre tous les anticorps qu'on lui oppose. Alors quoi? Demanda Élise, sentant la frustration monter. On accepte? On se résigne? Marc intervint doucement, où on commence par comprendre vraiment ce contre quoi on se bat. Pas seulement les chiffres et les mécanismes économiques que tu connais déjà, mais les fondations philosophiques, les présupposés moraux sur lesquels tout repose. Simone sortit un carnet usé de son sac. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 1776, Adam Smith publie La richesse des nations. Mais saviez-vous qu'avant cela, il avait écrit La théorie des sentiments moraux? Un livre sur l'éthique, l'empathie, la sympathie naturelle entre les êtres humains. Smith n'était pas l'apôtre de l'égoïsme sans limite qu'on a fait de lui. Il croyait que les humains étaient naturellement portés à se soucier les uns des autres. Mais alors, comment sommes-nous passés de cette vision à ce cauchemar néolibéral où la seule valeur reconnue est la rentabilité, s'exclama Élise. Simone hocha la tête.
Excellente question. La réponse se trouve dans une série de choix philosophiques et politiques qui ont progressivement transformé le capitalisme en une idéologie totalisante. Marx commanda 3 cafés et Simone poursuivit, prenez John Locke, par exemple. Il pose le principe de la propriété privée comme droit naturel. Vous mélangez votre travail avec une ressource, elle devient vôtre. Beau principe, non? Sauf qu'il ajoute une clause, vous ne pouvez vous approprier que ce qui laisse assez et d'aussi bon pour les autres. Cette clause, fondamentale, a été progressivement oubliée. Élise buvait les paroles de Simone. Ses réflexions éclairaient d'une lumière nouvelle ses années d'études. Et aujourd'hui? Où nous situons-nous? Simone soupira. Aujourd'hui, nous vivons dans ce que le philosophe Michael Sandel appelle une société de marché. Non pas simplement une économie de marché, mais une société où les valeurs marchandes infiltrent chaque aspect de la vie. Vous pouvez acheter le droit de polluer avec les crédits carbone, acheter une place en prison plus confortable, acheter le droit de chasser des espèces menacées. Tout devient marchandise. Même l'humain, murmura Élise, pensant aux travailleurs précaires, aux mères porteuses dans les pays pauvres, aux vendeurs d'organes. Simone acquiesça gravement. Même l'humain. Emmanuel Kant doit se retourner dans sa tombe. Lui qui affirmait que l'humain ne doit jamais être traité uniquement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin en soi. La conversation se prolongea pendant des heures. Simone évoqua Marx et sa critique de l'aliénation, cette dépossession du travailleur de sa propre humanité. Elle parla de Polanyi et de la grande transformation, cette période où le marché s'est désencastré du social pour devenir une force autonome dictant ses règles à la société plutôt que l'inverse. Elle mentionna Rawls et sa théorie de la justice, son fameux voile d'ignorance, si vous ne saviez pas quelle position vous occuperiez dans la société, riche ou pauvre, valide ou handicapé, quelle organisation sociale choisiriez-vous? Ce qui me frappe, dit finalement Élise, c'est que tous ces philosophes reconnaissaient la nécessité d'un certain équilibre. Même les libéraux classiques. Personne n'a jamais vraiment défendu cette version extrême du capitalisme que nous connaissons aujourd'hui, où l'accumulation sans limite est glorifiée. Marx sourit. Exactement. Même Milton Friedman, l'apôtre du libre marché, reconnaissait le besoin d'un état minimal pour garantir certaines règles. Le problème, c'est que nous avons créé un système où les règles sont écrites par ceux qui en bénéficient le plus. En rentrant chez elle cette nuit-là, Élise se sentait à la fois accablée et galvanisée. Accablée par l'ampleur du problème, galvanisée par la clarté nouvelle qu'elle avait gagnée. Elle comprenait maintenant que le capitalisme n'était pas une loi naturelle, mais une construction humaine, donc transformable. La question n'était pas de l'abolir du jour au lendemain, mais de le réencastrer dans l'éthique, de lui réimposer des limites, de rappeler que l'économie doit servir l'humain et non l'inverse. Elle passa les semaines suivantes à dévorer tout ce qu'elle pouvait trouver sur l'éthique économique. Elle découvrit Amartya Sen et son approche par les capacités, l'idée que la justice ne se mesure pas uniquement en ressources mais en possibilités réelles qu'ont les individus de mener la vie qu'ils ont des raisons de valoriser. Elle s'immergea dans les travaux de Thomas Piketty sur les inégalités, comprenant comment le capital se reproduit plus vite que la croissance économique, créant mécaniquement une concentration de richesses. Un matin, elle reçut un appel de son directeur. Un client important voulait mettre en place une structure offshore particulièrement agressive. C'était précisément le genre de mission lucrative qu'elle acceptait sans sourciller quelques mois plus tôt. « Je ne peux pas », dit-elle simplement. Son directeur resta silencieux un moment. « Élise, c'est votre carrière que vous mettez en jeu », elle sourit amèrement. « Peut-être. Mais je préfère mettre ma carrière en jeu que mon intégrité. » Cette décision marqua un tournant. Elle commença à refuser les missions qui heurtaient sa conscience nouvellement éveillée. Son salaire diminua. Certains collègues la regardaient avec incompréhension, d'autres avec un respect silencieux. Mais elle dormait mieux la nuit. Un soir, elle retrouva Simone et Marc. « Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je sais que je ne peux plus continuer comme avant. » Simone posa une main sur son bras. « Vous savez, Élise, le changement ne viendra pas d'un grand soir révolutionnaire. Il viendra de milliers de petites résistances comme la vôtre. De professionnels qui refusent de sacrifier leur éthique sur l'autel de la rentabilité. D'entrepreneurs qui créent des entreprises avec d'autres finalités que le profit maximum. De citoyens qui exigent que l'économie serve le bien commun. » « Mais est-ce suffisant ?» demanda Élise. Face à la puissance des multinationales, face au lobby, face à un système aussi enraciné ? Marc intervint, peut-être pas.
Mais c'est nécessaire. Et vous seriez surprise de voir combien de gens partagent vos doutes, votre malaise. La légitimité du capitalisme financier s'érode. Les crises s'enchaînent. Les jeunes générations ne croient plus aux promesses. Le changement est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Élise regarda par la fenêtre du café. Dans la rue, la vie continuait, avec ses inégalités criantes et ses absurdités quotidiennes. Mais elle voyait aussi autre chose maintenant, des initiatives solidaires, des coopératives, des mouvements sociaux, des intellectuels qui repensaient l'économie. Des fissures dans la façade monolithique du système. Vous savez ce que je pense, dit-elle finalement. Je pense que le capitalisme nous a vendu une illusion, celle que la liberté consistait à maximiser nos choix de consommation. Mais la vraie liberté, c'est autre chose. C'est la capacité de vivre dignement, de développer son potentiel, de participer à une communauté. C'est ce que les Grecs anciens appelaient l'eudémonia, le fait de bien vivre, de s'épanouir. Simone sourit largement. Vous avez fait du chemin depuis notre première rencontre. Élise rit. J'ai surtout compris que mes 15 années d'études en économie m'avaient appris beaucoup sur les mécanismes, mais rien sur les finalités. On m'a enseigné comment faire fonctionner le système, jamais pourquoi ni pour qui. Et maintenant, demanda Marc. Élise prit une grande inspiration. Maintenant, je réoriente ma carrière. Je veux travailler avec des organisations qui tentent de construire autre chose. Économie sociale et solidaire, entreprise à mission, coopérative. Montrer qu'un autre modèle est possible. Et surtout, je veux enseigner. Transmettre aux futures générations d'économistes cette dimension éthique qui m'a tant manqué. Les mois suivants furent difficiles. Élise dut accepter une baisse significative de revenus. Elle quitta son appartement parisien pour un logement plus modeste en banlieue. Certains amis s'éloignèrent, ne comprenant pas son choix. Mais elle trouva aussi une communauté nouvelle, des gens qui partageaient ses questionnements et son désir de construire une économie au service de l'humain plutôt que l'inverse. Elle commença à donner des conférences dans des universités, des associations, des entreprises en transition. Son message était simple mais radical, l'économie n'est pas une science naturelle avec des lois immuables. C'est une construction sociale, donc politique. Nous pouvons la changer si nous décidons collectivement de le faire. Un jour, une jeune étudiante l'aborda après une conférence. Merci, dit-elle simplement. J'étudiais la finance en me sentant de plus en plus mal à l'aise. J'avais l'impression d'être folle, d'être seule à me poser ces questions. Votre témoignage m'a libérée. Élise la prit dans ses bras, émue aux larmes. C'était pour ces moments qu'elle avait tout bouleversé dans sa vie. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise s'arrêta devant une librairie. En vitrine, un livre attira son attention, Pour une révolution fiscale de Piketty et Sáez. Elle l'acheta et, en feuilletant les premières pages dans le métro, tomba sur une phrase qui résuma parfaitement son cheminement, l'histoire des inégalités est façonnée par les acteurs politiques, économiques, sociaux, par leur représentation de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, par les rapports de force entre ces acteurs et par les choix collectifs qui en découlent. Elle referma le livre en souriant. Voilà exactement ce qu'elle avait compris, rien n'est inévitable. Le capitalisme actuel n'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix, donc d'autres choix sont possibles. Et ces choix commencent par refuser l'illusion, par regarder le système en face, par nommer l'injustice, par exiger mieux. En arrivant chez elle, elle alluma son ordinateur et commença à écrire. Un essai sur son parcours, de l'aveuglement à l'éveil. Elle l'intitula « Chronique d'une désillusion nécessaire ». Les mots coulaient facilement, libérés par des mois de réflexion et de transformation intérieure. Alors qu'elle écrivait, son téléphone sonna. C'était Simone. J'ai pensé à vous aujourd'hui. J'ai relu ce passage de Camus dans L'homme révolté, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Vous l'incarnez, Élise. Ces mots simples touchèrent Élise profondément. Elle réalisa qu'elle n'avait pas renoncé à sa carrière, elle l'avait transformée. Elle n'avait pas perdu sa liberté, elle l'avait conquise. En refusant de participer à un système qu'elle jugeait injuste, elle avait gagné quelque chose d'infiniment précieux, la cohérence entre ses valeurs et ses actes. Le capitalisme continuerait son chemin, avec ou sans elle. Les inégalités ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais Élise avait compris une vérité fondamentale, le changement social commence toujours par la transformation individuelle. En refusant l'illusion, en choisissant l'éthique plutôt que le profit à tout prix,
elle devenait partie de la solution plutôt que du problème. Et si des milliers, des millions d'autres faisaient ce même choix, alors oui, un autre monde devenait possible.